c'est une entreprise commerciale. Voilà. Et ça rejoint ce que tu as dit. C'est-à-dire, Dupieux est un homme orchestre. Dupieux, c'est aussi un monsieur qui est payé sur ses tournages au prorata de l'ensemble des rôles qu'il remplit, en fait. Ce qui fait de lui un des cinéastes les mieux payés du cinéma français. L'accident de piano, c'est l'histoire de Magali Moreau, aussi appelée Magaloche, voire Mag, par Jérôme Commander dans le film, qui est, on le comprend petit à petit pendant le film, une influenceuse. Elle fait des vidéos où elle se met en danger, elle se jette des objets dessus, elle se blesse. Voilà, elle se mutile exactement, en profitant du fait qu'elle a une insensibilité congénitale à la douleur. C'est le terme exact. Et voilà, une de ces vidéos, on comprendra plus tard, a mal tourné. Il y a eu un accident de piano. Et donc elle se réfugie plus ou moins à la montagne avec son manager / homme à tout faire, qui s'appelle Patrick, je crois. Dit comme ça. Un truc comme ça. Patrice, ouais, je sais plus. Patou, en tout cas qui est joué par Jérôme Commander, et Magali par Adèle Exarchopoulos. Or, va intervenir un troisième personnage qui est celui de Sandrine Kiberlin, qui a eu vent de ce fameux accident qu'il y a eu avec le piano, et va exiger en échange de son silence un entretien, une interview avec Magali, alors qu'elle n'en donne jamais, et que c'est un personnage pour le moins désagréable, extrêmement auto-centré, et voilà, qui méprise un peu tous les gens autour d'elle, à commencer par Jérôme Commander, son assistant. Et donc, voilà, ce chantage va finir par un peu voilà, se monter en épingle, et on va pas révéler les soubresauts du scénario. Ce qui peut être rapidement chouette à dire aussi sur Dupieux, c'est que c'est vraiment l'homme à tout faire sur les tournages de ses propres films. C'est ça. C'est le Patrice. C'est le Patrice. Ou le Patrick. Exactement. C'est le scénariste, réalisateur, monteur, chef opérateur. Compositeur de la musique. Compositeur de la musique, absolument. Ça dépendait. Ça faisait quelques films qu'il avait pas fait. Ah ouais. Après là, et là il l'a si refait. j'ai bien compris, c'est le morceau où il y a genre 4 notes de piano. Ouais. Mais il y en a plusieurs, il y a des variations, attention. Et le dernier morceau de piano n'est pas de lui, mais de Chili Gonzalez. Je dirais que ce qui change un tout petit peu par rapport à ses précédents films, et en particulier le deuxième acte, qui était ce film sur un film en train de se faire, avec 4 stars qui jouent leur propre rôle, voilà, c'est que ce film-ci n'a pas de dimension méta. En tout cas, il n'y a pas de... Voilà, c'est un pur film de fiction, beaucoup plus proche, par exemple, du Dain, qui était aussi un portrait de personnage avec on va dire une dimension un peu, je sais pas, névrosée ou psychopathique, voilà. Comme, dans un décor montagneux. Dans un décor montagneux, c'est ça, tout à fait. Et donc, ce qui est, à mon avis, une qualité de l'accident de piano, c'est que c'est le vrai film. C'est pas un film sur le film qui ne va pas se faire, un film sur la pièce qui va être arrêtée en cours de route, même si on retrouve quand même dans la première moitié, on va dire, du film, ce qui serait, je dirais, un peu un mode opératoire en fait du cinéma de Quentin Dupieux, c'est-à-dire gagner du temps. C'est-à-dire que finalement, il est question de... Mais c'est même pas forcément... Ça peut être un reproche, au sens où, je sais pas, Yannick, par exemple, est un film où je trouve qu'il se termine un peu au moment où les choses deviennent excitantes. Et voilà, il y a beaucoup cette situation qui serait des personnages qui discutent de quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, et qui vont un peu étirer, s'attarder sur des jeux de langage qui vont occasionner des dialogues. Et donc, il y a quand même une dimension... c'est aussi la roublardise un peu de Dupieux, mais on pourrait dire de remplissage. C'est-à-dire, c'est des films qui nous parlent de choses qui sont censées arriver et qui finalement vont soit arriver très tardivement, soit ne pas arriver du tout. Là, on va dire qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de... notamment via des jeux de montage qui bouleversent un petit peu la chronologie immédiate du récit. Il y a un peu de... On va gagner du temps, mais là, au moins, le vrai film finit par arriver un peu dans le dernier tiers où tous ces mystères sont dévoilés et le film de genre, on va dire, va vraiment prendre corps. J'avoue que, pour ma part, c'est un film que je trouve bien supérieur au précédent, le deuxième acte, notamment parce que il y a... On va dire c'est un film plus substantiel et aussi moins démonstratif dans ses effets, notamment tous ces trucs de travelling qui étaient un peu agaçants dans le deuxième acte. Et c'est un film dans lequel j'ai bien rigolé. A priori, et presque exclusivement, j'ai envie de dire, parce que Dupieux est quand même un bon dialoguiste et un bon directeur d'acteurs. Ouais. On va revenir, je pense, sur ça ensuite. Malgré tout, à mon avis, c'est aussi un film qui est rattrapé par, je dirais... un certain imaginaire de Quentin Dupieux et une anémie croissante de sa mise en scène qui avec quoi ça rime Dupieux?
Avec vieux. Avec vieux, ouais, avec vieux. Mm. Et voilà, puisque finalement Dupieux se débarrasse de cette espèce de surcouche méta, mais qu'est-ce qui reste en termes de mise en scène ? Ben peut-être pas grand-chose. Moi, je trouve le film pas très intéressant en termes de mise en scène. Par contre, indéniablement, il arrive à faire des trucs extraordinaires avec Adèle Exarchopoulos. Je pense que c'est un de ses meilleurs rôles à ce jour. Notamment parce que la technicité de son jeu, c'est vraiment une actrice technique. C'est une des actrices avec le moins de persona qui se reprojettent dans ses rôles interprétés à l'écran. Alors que pour le coup, dans le cinéma français, Et de Dupieux en particulier. et dans le cinéma de Dupieux en particulier, on va parler de Sandrine Kiberlin, mais justement Sandrine Kiberlin, c'est vraiment l'inverse exact. C'est une actrice qui a inventé un style de jeu et qui de film en film retravaille son style de jeu et intervient dans le En tant que tel. en tant que tel, tel, ouais. pour incarner en gros une certaine diction bourgeoise, grosso modo, Ouais. puisqu'elle est moquée par Magaloche à ce titre-là. C'était déjà le cas de Quenard dans Voilà, Yannick et de beaucoup d'autres exactement. acteurs qui sont venus un peu interpréter, Excuse-moi. faire leur numéro par excellence. Ouais. Le deuxième acte c'est étant vraiment les le faits, film qui voilà. pousse le truc le plus loin, mais moi je pense que c'est un truc qui m'intéresse chez Dupieux, c'est l'idée que il ne se cache pas d'être juste un directeur d'acteur. Mais bon, ça c'est un voilà. Et donc je trouve que Exarchopoulos est absolument extraordinaire, d'autant plus elle a un truc qui est intéressant quand on est acteur, c'est qu'elle est entravée puisqu'elle est toute elle est toute cassée de partout caméra. là, elle a un bras en écharpe, elle est dans des Une doudounes minerve, absolument incroyables, ouais. elle a une minerve, elle a des bagues, donc ça lui permet en fait de concentrer son jeu sur quelques gestes avec la main droite et surtout son visage, et du coup elle a des trucs extraordinaires sur sa manière de jouer avec ses lèvres notamment, de Une transformer espèce ses lèvres en de espèce sourire compulsif qui apparaissent de temps tout en crispé. temps. Ouais. Elle a une manière aussi à la fin du film elle enlève une cagoule et elle a une manière de recoller ses cheveux sur ses tempes qui est absolument improbable parce que ses cheveux partent dans tous les sens, mais elle prend quand même 3 cheveux de chaque côté pour les recoller à ses tempes pour faire une coupe de cheveux qui n'a pas de sens. Bon, que des petits détails qui créent, je trouve, une dynamique comique à l'aune du corps d'acteur qui est vraiment très intéressante. Ce qui fait d'ailleurs que le film est un peu inégal parce que grosso modo, le casting est centré sur 4 comédiens, 2 garçons, 2 filles, donc Kiberlin, Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Karim Leclou. Qui joue un fan de Magali. Il me semble que les acteurs masculins sont plus faibles en termes de qualité d'interprétation de jeu et en fait de modulation de la technique de jeu, parce que bon, Jérôme Commandeur, c'est un mec que je trouve assez drôle sur scène, mais qui est assez mauvais dès qu'il passe dans des formats filmés. Et Leclou, c'est un acteur qui est limité. Genre, c'est évident. Bon, il a eu son César pour le roman de Jim et tout ça, mais c'est un acteur dont l'intérêt est qu'il est une masse limitée. Donc là, effectivement, il est sur une modalité pendant tout le film, qui est une espèce d'hébétude énorme. Et donc, il balance des yaourts à la fenêtre de Magaloche, qui est un des gags censément drôles du film et qui ne fait pas beaucoup rire. Occasionne, à mon avis, un très bon dialogue de Jérôme Commandeur qui est arrêtez de balancer du yaourt sur le chalet. Oui. Ça, c'est pas mal. Voilà, mais bon, après moi ça m'amène à un point qui m'interroge en fait sur Dupieux. J'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse quand il fait du cinéma, c'est ses acteurs. Et c'est de triturer en gros les grandes figures du cinéma français pour en obtenir une patte qui serait une patte un peu expérimentale. En quoi il rejoint l'horizon qui a été celui de ses films même dans les années 2010 aux États-Unis, où il allait prendre un acteur comme Éric Judor ou un acteur comme Alain Chabat, et il allait placer ces comédiens-là dans un univers qui était complètement exogène, et il allait en tirer une espèce d'expérimentation in situ, qui était de voir comment un acteur franchouillard survivait dans un écosystème qui n'était pas le sien, ou l'idée qu'on va travailler à même le corps de l'acteur pour créer une forme de monstruosité. Alors, je n'ai pas vu Steak en entier, mais je sais que Steak porte sur la question de la transformation physique et de la chirurgie esthétique, et à bien des égards, plein de films de Dupieux portent sur cette question-là, c'est-à-dire de la transformation en monstre d'acteurs qui sont là pour leur propre persona. Incroyable mais vrai, étant assez exemplaire par exemple sur le personnage de Léa Drucker. Mais du coup, je dois bien reconnaître que l'attirail narratif très sophistiqué, très complexe de ces récits qui passent ici par un chapitrage, une alternance de points de vue. Le chapitrage est un peu très bizarre, puisque le titre du film apparaît lui-même comme une sorte de sous-chapitre, mais... Bon, comme si le film commençait au bout d'1h10, sur 1h25, cette manière de créer des effets de distanciation, soit méta, alors c'est pas dans le cas dans ce film-là, soit absurde, on va dire, se révèle de plus en plus comme de l'ornementation et de la fêterie, alors que c'était précisément la qualité différentielle de ces comédies il y a une dizaine d'années, et exemplairement un film comme Réalité, que de produire un rire qui naissait d'une forme d'angoisse et d'inquiétude face à un récit qui devenait totalement inassignable.
réalité, c'était génialement stimulant et drôle parce qu'on était autant perdu que le personnage d'Alain Chabat. Or, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie de plus en plus marquée entre l'arc du dispositif narratif de ces films et ce sur quoi, en réalité, il focalise son attention, c'est-à-dire la construction à l'échelle d'une séquence, d'une expérimentation actorale. Et je dois bien avouer que je commence à me... Enfin, c'est même pas que je me lasse, en fait, mais je comprends... Je n'arrive plus à comprendre ce qui anime le cinéma de Dupieux aujourd'hui, à continuer à faire cette espèce de petite entreprise... en fait, si, je vais dire honnêtement ce que je pense que c'est une entreprise commerciale. Voilà. Et ça rejoint ce que tu as dit. C'est-à-dire, Dupieux est un homme orchestre. Dupieux, c'est aussi un monsieur qui est payé sur ses tournages au prorata de l'ensemble des rôles qu'il remplit, en fait. Ce qui fait de lui un des cinéastes les mieux payés du cinéma français. Et je pense que la régularité aussi de ses réalisations depuis qu'il est revenu en France est due à ça. Donc j'ai du mal à ne pas voir dans le cinéma de Dupieux une entreprise commerciale, en fait, à l'échelle du cinéma d'auteur. Alors du coup, que met en abîme de manière assez intéressante le récit de l'accident de piano. Et en fait, plus ça va, plus je me dis que les films qu'il réalise en gros depuis Yannick ou peut-être depuis Incroyable mais vrai sont une espèce d'auto-commentaire permanent sur sa posture et sa situation de cinéaste au sein du cinéma français. C'est intéressant théoriquement. Enfin bon, moi je trouve que c'est un peu une mascarade. Ça commence à devenir... Je trouve que ça fleure un peu l'arnaque maintenant. Et peut-être tu vas rebondir justement là-dessus, mais sur la question de la mise en scène de sa propre posture au sein du film, c'est vrai que cette fameuse Magali, qui est elle-même d'une certaine manière une cinéaste, ou en tout cas une productrice de contenu vidéo très prolifique, et qui tourne un peu inlassablement des formats alors très courts, donc là c'est à l'échelle d'internet, donc c'est plutôt du 10 secondes, mais comme Dupieux tourne des films très courts, il y a quelques effets de parallèle assez directs. Alors c'est plutôt à l'échelle méta, si on connaît un peu Dupieux comme personnage, qui par exemple a refuse des interviews comme Magali refuse des interviews. Il y a un moment, un échange avec Kiberlin où Kiberlin lui dit en gros « Mais pourquoi est-ce que vous continuez ?» Magali répond « Il n'y a pas forcément de raison à tout », ce qui ressemble déjà aux réponses que donne souvent Dupieux en interview, et plus directement peut faire penser au début de Robert, où un personnage parle du no reason et fait l'éloge des choses qui arrivent. Pourquoi ? Parce que... Son premier film s'appelle No Film. Son premier film s'appelle No Film, et ça rejoint ce que disait quelqu'un dans le chat, qui serait est-ce que Dupieux se pense comme metteur en scène, puisque son personnage, qui lui ressemble en partie, se pose des questions de mise en scène dans la réalisation de ses petites vidéos, notamment pendant cette scène du piano, à quelle hauteur pour que ça rentre bien à la caméra, comment c'est filmé, etc. Maintenant, disons que la dimension paradoxale du film, c'est qu'il y aurait à la fois une sorte d'identification Dupieux-Magali, et en même temps un commentaire, on va dire très acerbe, sur ce même personnage. Comment est-ce que tu sens, à quel pourcentage tu sens Dupieux ? Lui a répondu à la question. C'est ça, lui a répondu à la question. Attention, alors ça va te masquer très brièvement Thomas, parce que Dupieux a fait une FAQ en story, tu n'as pas besoin de bouger, ça va te recouvrir. C'est ça, exactement. Le chat a bien suivi, puisque Dupieux a fait une FAQ en story dans laquelle il répond notamment à « Est-ce qu'il y a un peu de toi dans ma galoche ?» auquel il répond 27%. Voilà. Et attention, j'en ai un autre, je la sors tout de suite, c'est est-ce que dans le film vous critiquez la professionnalisation de YouTube ? Il répond pas du tout, je ne critique rien. Est-ce que tu penses que Dupieux ne critique rien dans le film ? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de répondre à Thomas sur la question de la fraude commerciale Dupieux. C'est sûr que, en effet, dans cette question de la surproduction, il y a un enjeu économique. Mais même lui, j'ai regardé parce qu'il a presque pour rire recommencé à faire des interviews à la sortie de l'accident de piano. Et j'en ai écouté une à France Inter où justement la journaliste disait « vous faites des petits films pas très chers, etc. » Et lui répondait frontalement « maintenant, ce serait que mentir que de dire que je continue à faire des films petit budget, parce que maintenant, je commence à avoir accès à vraiment des budgets vraiment corrects pour mes films, dans la mesure où il y a des comédiens hyper connus à chaque fois, et que c'est vraiment le Expendables des films, des comédiens français, à chacun de ces films. Donc je pense qu'il est parfaitement conscient de la question économique qui se joue derrière, mais que c'est pas pour autant
la seule et unique raison qui se déplie chez Dupieux. Et en fait, je pense que la simple question de la volonté de la création artistique existe, et que c'est à cet égard-là qu'il prend plaisir, comme Magali, dont le film répond différemment à la question. Enfin, pour du coup arriver sur ta question, le film, on va dire, semi-explique le comportement de Magali. En effet, elle est devenue extraordinairement riche, mais elle continue à se mutiler, elle continue à se blesser. Pourquoi continuer à faire ça tout le temps ? C'est la grande question, en gros, de la journaliste jouée par Tiborlin. Voilà, elle veut à tout prix, finalement, toute son interview mène à « mais pourquoi vous continuez ?» quoi. Et Magaloche, dans un premier temps, refuse de répondre, elle nie en bloc, elle dit qu'il n'y a pas forcément de raison, etc. Et c'est à ce moment-là que l'interview qu'elle est censée faire pour se protéger, pour protéger son Patrice... c'est Patrick du coup. C'est Patrick, ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'elle n'arrive plus à faire semblant, elle quitte l'interview, tout ça ne peut pas continuer et va mal se terminer. Mais en tout cas, donc manifestement, c'est autour de cette question que se crispe un enjeu, et le film va essayer de lui donner une semi-réponse en demi-teinte qui serait celle d'une autodétestation, ou en tout cas le personnage se détesterait, donc elle a envie de continuer à se mutiler, enfin que ça passe d'une forme d'autoflagellation, merci. Sauf que le personnage lui-même semble ne pas totalement accréditer cette vision non plus. En fait, les deux choses coexistent, ça c'est certain, et elle finit par le dire elle-même dans un échange avec Sandrine Kimberlin. C'est qui la pire entre toi et moi ? Kimberlin répond que c'est elle. Magaloche dit non, c'est moi. Donc il y a quand même un rapport à l'autodétestation. Elle semble accréditer l'hypothèse de la journaliste de l'autoflagellation. Voilà, en tout cas, elle valide qu'elle se déteste, mais est-ce que c'est la seule et unique raison pour laquelle elle continue de créer ? On ne sait pas, et c'est dans cette mesure-là que le Dupieux existe peut-être encore à 27% dans ce personnage. Et là où il y aurait pour le coup une vraie disjonction entre les deux, c'est que, en gros, si on écoute un peu Dupieux ou si on regarde ses films, ce qui transparaît, c'est qu'il fait des films parce qu'il aime bien fabriquer des films, ouais, qu'il aime bien rigoler avec ses acteurs, fabriquer des petits objets, peut-être gagner de l'argent, mais bon, comme le disait quelqu'un dans le chat, peut-être qu'il aurait d'autres sources plus faciles de revenus que... où il pourrait faire des films, je sais pas, plus directement commerciaux, ou bon, peu importe, même si c'est aussi... c'est une manne aussi d'avoir une marque qui l'entretient peut-être, mais bref. En tout cas, je pense que chez Dupieux, il y aurait une espèce de plaisir de fabrication affiché, de dire « j'aime créer des petits objets », et finalement, tout ce que vous projetez dessus va rebondir, puisque je l'ai fait par pure envie de création. Et très souvent, quand on essaie de prêter un peu des intentions à Dupieux, il se réfugie derrière cette sorte de posture, comme on l'a vu là, de manière anecdotique avec sa story, mais de dire « moi je ne dénonce rien, je fabrique, et c'est vous qui projetez, c'est vous qui théorisez ». Ce qui est une posture toujours extrêmement ambivalente, puisque j'ai le souvenir d'avoir vu la conférence cannoise sur le deuxième acte, où en gros c'était tantôt ne me posez pas de questions sur la politique, ou la politique du cinéma, on va dire, parce que ce n'est pas mon rôle en tant que cinéaste, et des fois on lui pose une question et répond finalement tout ce que j'ai envie de dire, je l'ai dit à travers mon film. Donc il y a une espèce de double discours qui fait qu'il est un petit peu inatteignable et insaisissable, et il entretient ce mystère-là. La différence étant que Magali, quant à elle, on a l'impression qu'elle ne prend pas de plaisir à la fabrication, et qu'elle le fait de manière absolument compulsive. D'autant que, en effet, à chaque fois qu'elle se filme, pas un sourire, quoi. C'est aussi une partie du ressort comique de la seconde partie du film, qui est le côté, on peut dire, flashback, où on la voit, elle, jeune, expérimenter des mutilations avec pléthore d'outils, dont une machine à coudre, un pic à glace, et qu'à chaque fois, c'est cette sorte de stoïcité face à la douleur, presque Buster Keatonienne, qui crée le côté comique du personnage. Ça pourrait être d'ailleurs presque une piste qui n'est pas tout à fait investie par le film, qui serait, elle ne ressent pas la douleur, mais peut-être qu'elle essaie de la pousser à un certain degré d'intensité pour découvrir une sensation, etc. Mais a priori, le film ne suit pas trop cette piste-là, et c'est là que... Il part plutôt de Jackass. Exactement, dans le film, on la voit explicitement regarder Jackass, et... Même si, à la limite, cette séquence-là est assez intrigante, parce qu'il y a une espèce de triangulation avec le personnage de son père, parce qu'en fait, donc Jackass passe à la télé, donc Jackass, c'est ce format où des Américains se testent des trucs qui les blessent, en l'occurrence, des tasers. Exactement. Et elle réagit pas forcément, mais voit que son père rit, et donc elle a envie de faire la même chose pour faire rire son père, ce qui va finir par fonctionner, puisque elle crée une première vidéo sur laquelle tombe son père, qui l'envoie à ses collègues. Peut-être le moment qui m'a fait le plus rire du film, où en gros elle s'accroche à ses bagues des pinces de batterie de voiture, et le père l'envoie à ses collègues en écrivant en objet « Ma fille est électricienne ».
ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est là que, voilà, on va dire, le semi-autoportrait laisse place à une espèce de satire, ou en tout cas un personnage qui... Merci de soutenir là-dessus. En tout cas, un personnage qui représente une certaine question contemporaine, comme, je sais pas, dans le deuxième acte, il y avait à la fois la question de, finalement, pourquoi encore faire des films aujourd'hui, et la question de l'IA qui apparaissait à la fin du film. Là, il y aurait cette question un peu des influenceurs, et de la place qu'ils prennent, et qui sont ces personnages, et là, le film semble répondre de manière plus que critique, ce sont à la fois, en gros, des narcissiques méprisants, et des gens qui sont dans une forme d'autodétestation et qui n'arrivent pas à réconcilier leur popularité énorme et la petite opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Et je me suis d'ailleurs demandé un peu a posteriori, en me posant la question de qu'est-ce qui m'avait fait rire, si c'était pas tout simplement cette espèce de, on pourrait dire, de posture de mépris un peu de tous par tous, où finalement ce qui est drôle, c'est que Adèle va rudoyer Jérôme Commandeur, et que en retour Commandeur va rudoyer Karim Leclou, etc. Et que finalement c'est le côté sans filtre et cash qui fait rire dans les dialogues, et donc qui trahirait d'une certaine manière aussi le regard de Dupieux qui peut-être déteste un peu tous ces personnages, quoi. Yannick était un peu le révélateur de la dynamique dans laquelle il s'est inscrit à partir du moment où il a commencé à faire des films en France avec Au Poste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une modulation théâtrale de son cinéma qui passe notamment par le fait que ses films se déroulent de plus en plus dans des lieux clos, dans des espaces fermés sur eux-mêmes, et sont de plus en plus drivés par de la continuité dialoguée, en fait. Donc, d'ailleurs, il le cache pas, en fait, son modèle de cinéma, je pense, c'est Bertrand Blier. C'est-à-dire un cinéaste qui a eu cette capacité à réunir tout un champ du cinéma français, des acteurs célèbres. La limite, en gros, de ces objets, au-delà de leur quantité, c'est finalement qu'est-ce que chaque film va proposer. Et c'est là où, disons qu'il y a des soupçons de surproductivité par rapport à la qualité de ce qui est produit. C'est que moi, quand je suis face à l'accident de piano, comme je disais tout à l'heure, certes, Dupieux s'est débarrassé un peu de ce vernis méta, et là, j'en suis plutôt content. Mais la question, c'est qu'est-ce qui reste, quoi. Et si on compare, par exemple, l'accident de piano avec Steak, qui est un film, pour le coup, pas du tout méta, qui est une pure comédie, alors très bizarroïde, absurde, etc., mais qui fonctionne vraiment au premier degré, on pourrait dire, de ces situations, c'est à quel point il y a une perte de vitesse au niveau de la capacité de Dupieux à transformer ces scènes de continuité dialoguée dont tu parlais en scènes de cinéma, en plans de cinéma. Et plus... et une perte d'efficacité comique pure et dure, quoi. C'est-à-dire qu'il faut revoir quand même des films comme un film comme Réalité, un film à se pisser dessus par moments, mais vraiment hilarant, quoi. Et il y a un déficit d'écriture comique pure à partir de Mandibule, je pense, ou du Dain, qui n'a cessé de s'accroître jusqu'à arriver à des films qui sont vraiment inefficaces en termes comiques. Comme celui-là, moi je trouve que celui-là est pas très réussi sur le plan comique. J'irai pas jusqu'à ton point de dire que le film n'est pas réussi du tout au plan comique. Moi je passe pas mal de temps à rigoler, mais en effet, comme on l'a dit, le rire vient tout le temps soit de la direction d'acteur, soit du dialogue. Ouais. Et le montage ici n'apparaît que pour faire briller, on va dire, les performances ou le rythme de ce qu'il écrit. Mais en effet, depuis que lui-même est devenu chef opérateur de ses propres films, c'est beaucoup moins la mise en scène qui va faire advenir le rire ou la cocasserie. Et là où tu parlais un peu de ces lieux clos qui se multiplient dans ces films, c'est aussi des lieux, je dirais, de plus en plus immatériels. Oui. Là, il y a presque l'idée que finalement, entre ce chalet qui est une enfilade de pièces presque grises, très très neutres, ou le gymnase dans lequel se passe l'interview qu'on voit là, c'est presque comme s'il se débarrassait d'une certaine manière de tout ce qui pourrait venir servir une mise en espace des situations elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire on abstrait en fait le décor, et ce qui compte c'est le face-à-face entre les deux acteurs. Et d'ailleurs je trouve qu'il y a des choses un peu terribles si on prend la scène du gymnase où presque il filme sous toutes les coutures possibles deux personnages qui se parlent, et on a l'impression que la machine tourne à vide, quoi. Au bout d'un moment tu vas pas trouver 1000 autres façons de cadrer deux personnages qui se font face si tu n'investis pas l'espace, je sais pas, des questions de durée ou voilà. Et à mon avis c'est un vrai problème dans ce film là, parce que comme on l'a dit, il y a un vrai film à faire, quoi, quelque part dans l'accident de piano, avec du mystère au début, une tension un petit peu au milieu et une explosion à la fin. Et il y aurait comme ça un éventail de registres qui s'offre à lui, mais qui, à mon avis, aucun n'est vraiment investi par la mise en scène, au-delà de cette espèce de froideur
froideur amusée, quoi, qui serait la tonalité majoritaire. Cynique, ouais. Je pense qu'il faut entendre aussi que Dupieux est un cinéaste, je pense que c'est un mec intelligent au sens où il a une conscience de l'historicité des formes du cinéma et de sa place en termes historiques dans l'histoire du cinéma, et c'est un type qui affirme de manière très, très, très nette qu'il est un cinéaste de la postmodernité, c'est-à-dire un cinéaste qui arrive à un moment donné de l'histoire des formes où les grands récits, la construction narrative à laquelle on croit, l'adhésion du spectateur à un personnage, un récit, une fiction qui dirait une vérité sur le monde, et donc une certaine manière de filmer la réalité, le monde réel, ce sont des choses qui sont rompues, qui n'existent plus, qui ne fonctionnent plus. Et donc la seule possibilité de pouvoir encore faire des productions culturelles et de l'art, ça serait de démultiplier, comme disait Jean-François Lyotard, des micro-récits, et non plus des méga-récits, donc des micro-récits qui passeraient par des petites formes, des formes mineures, d'où je pense aussi la durée très modeste de ces films, et l'idée que dans cette durée modeste, la part narrative est extrêmement réduite, puisque au fond, les scénarios tiennent sur un timbre-poste, et après il y a un art de la dilution que tu as souligné tout à l'heure. Et ça va aussi avec le fait que cette posture ironique, cette posture un peu cynique sur la signification de l'objet d'art et sur la figure du créateur que tu soulignais tout à l'heure, elle est constamment ironisée, mais je pense que c'est pas pour autant dans une logique d'auto-flagellation ou d'autodétestation, c'est-à-dire que il y a un commentaire qui disait tout à l'heure, il veut nous faire comprendre qu'il est très intelligent, et je pense qu'il pense qu'il est très intelligent, puisqu'il pense qu'il est en train de construire une œuvre qui serait un peu le mausolée d'un état terminal de l'art et de la culture dans un monde postmoderne. D'où aussi tous ces embryons de films ou de pièces qui n'adviennent pas. Voilà, et cette idée que... Le film fait une blague dessus à un moment en disant « Ah, c'est qui Spielberg ? C'était un mec qui faisait des films avant. » Voilà, c'est celui qui fait des films avant. Alors, Jean-Sébastien Massard a écrit un texte pour Criticat où justement, pour lui, le cinéaste qui faisait des films avant, qui serait un peu le dernier de ce bastion à vouloir faire des films dans une ère qui ne fait plus de films, ça serait Dupieux, mais Dupieux, étant conscient de sa position presque en fait de maniériste, presque assumerait à 100% cette digitalisation à l'heure où en fait le cinéma n'est plus un art populaire. Malheureusement ça c'est un constat qui est partagé, quand une place de cinéma, un UGC coûte 14,50€, c'est clair que ça peut plus être un art populaire, que le spectatorat de ces films à lui, ça va être un spectatorat de gens qui vont être d'emblée dans une attitude non naïve par rapport au récit qu'on va leur offrir, et qui vont justement se nourrir d'une posture un peu cynique. Tout ça va nourrir une espèce de distanciation, pas critique, mais disons ironique, qui pourrait être passionnante si elle produisait une forme innovante, mais en fait ces questions-là ne l'intéressent même plus, c'est-à-dire qu'il fait une espèce de cinéma commentaire d'un état terminal du cinéma qui du coup n'a même plus besoin de se poser des questions de précision dans la fabrication, dans l'artisanat, quoi. Et effectivement c'est vrai que ça va de pair aussi avec sa posture qui consiste à dire qu'il n'y a pas de signification, il n'y a pas de message. Non, le seul message il est contenu à même le film, et c'est la déliquescence même du film qui serait un reflet de l'état de déliquescence des œuvres d'art à l'ère postmoderne ou hypermoderne. Moi c'est un postulat qui à titre personnel me gêne, parce que c'est un postulat qui est un peu téléologique, quoi. C'est-à-dire qu'il consiste à dire qu'on est arrivé au bout d'un certain état du cinéma. La preuve, regardez mon film, et puis si vous pensez que mon film est nul, c'est c'est juste que vous n'avez pas compris l'état dans lequel était le cinéma. C'est un peu une espèce de raisonnement circulaire. Et puis c'est surtout que ça légitime deux choses. Ça légitime une forme de morbidité, qui est pour le coup de plus en plus présente dans son cinéma, alors que je pense qu'un film comme Réalité, un film comme Rubber, je suppose un film comme Steak, c'était des films qui témoignaient d'une certaine vitalité, alors une bizarrerie aussi, mais enfin bon, c'était des films qui cherchaient à inventer des formes. Donc il y a l'idée qu'on pourrait se repaître de la morbidité des formes. Et puis par ailleurs, c'est aussi des films qui sont violemment cyniques, mais aussi violemment cyniques contre le spectatorat. C'est-à-dire qu'il y a quand même moi je trouve qu'il y a un plan horrible à la fin du film où on voit donc toute la horde des fans de Magaloche qui est devant une espèce de grille. C'est quasiment tous des enfants. C'est tous des enfants, et donc il y a aussi cette idée, je pense, chez Dupieux, qui est d'un homme de 45 ans, que c'est tous des gens qui ne
vont pas voir des films, qui ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Enfin, moi j'en fais l'expérience en classe, parce que pour le chat je suis prof. Oui, effectivement, des enfants de 12 ans ne vont plus au cinéma, ça c'est clair. Voilà, sauf s'ils viennent d'une famille qui a un rapport, qui a une pratique culturelle. Donc c'est réduit, et c'est localisé socialement, on va dire. À mon avis, le problème c'est que chez Dupieux, cette nouvelle étape, c'est pas tant une nouvelle étape que l'impossibilité de faire exister les étapes antérieures, quoi. C'est-à-dire la mort dans l'œuf de tout embryon de récit et de forme, c'est sincère, quoi. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un cinéaste du dispositif. On a fait une soirée sur des cinéastes du dispositif avec manifestement une cinéaste qui croit qu'elle peut produire de la forme à partir du dispositif. On en a discuté, on est en désaccord, mais au moins il y a une croyance dans les pouvoirs du cinéma. Et c'est un cinéaste qui, je pense, a assumé le postulat que aucune forme ne pouvait plus être produite aujourd'hui. Mais ce qui rejoint aussi un discours de l'art contemporain. Je veux dire, il y a eu une téléologie. Alors ça rejoint plutôt les questions d'histoire de l'art, mais il y a eu une téléologie dans l'art du XXe siècle qui a consisté à dire à un moment, grosso modo à partir des années 60-70, qu'il n'était plus possible de produire de la forme nouvelle et qu'il fallait déplacer sur le plan conceptuel et discursif les innovations que pouvait produire l'art. Voilà, qui était une sorte d'aboutissement extrêmement radicalisé de Duchamp. Voilà, ce qui a donné tous les artistes, tous les post-warholiens, on pourrait dire. Quoi. Je pense que Dupieux s'inscrit là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que Dupieux, effectivement, on l'a dit, c'est un musicien, c'est un clipper. En fait, je pense que c'est un mec qui a un peu baigné aussi dans un cinématique univers étendu, tu vois, qui serait le monde des arts visuels. Voilà. D'ailleurs, les tout premiers films de Dupieux, alors c'est un cas particulier, mais on pourrait presque dire que c'est une sorte de comédie expérimentale ou de film d'avant-garde un peu postmoderne, en tant qu'il prend un genre populaire, il prend des acteurs populaires et il fait un truc improbable. Mais très clairement, Rubber, par exemple, ça avait été vendu comme une espèce de film expérimental. Et je suis pas sûr que il y ait dans les films de Dupieux des personnages, tu vois. Parce que si tu as Dupieux ne croit pas au récit, et donc par extension à ses protagonistes, et ce qu'il produit, c'est des figures actorales, des commentaires d'acteurs presque, mais plus du tout des commentaires sur la persona des acteurs. Oui, complètement. Ce qui me semble frappant, c'est que à l'intérieur de ce dispositif réflexif, postmoderne, un peu réactionnaire en fait, un peu désenchanté. La seule chose qui va résister, ça va être la performance actorale et le plaisir, enfin une espèce de plaisir naïf du jeu d'acteur et le goût du monstre sacré. Et je trouve que il part à la pêche un petit peu maintenant de ça, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les comédiens et les comédiennes contemporains qui ont un statut un peu bigger than life, quoi, qui ont un statut qui dépasse l'acteur en tant que tel. Je pense qu'avoir pris Exarchopoulos, avoir pris Seydoux, avoir pris Vincent Lindon dans le deuxième acte, c'était pas anodin. Et là, il a quand même été l'inventeur au sens de Raphaël Quenard, qui très clairement et de manière trop affirmé d'un point de vue discursif, se présente comme un monstre d'acteur, voilà, comme le nouveau Depardieu, en gros. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est une observation empirique. Donc là, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, Yannick a été une espèce, je crois, de malentendu, parce que Yannick a eu un grand succès, a fait presque 500 000 entrées. C'est son plus grand succès je crois que c'est son plus gros succès, et a ouvert Dupieux à un public qui n'était pas forcément celui de ses films précédents, puisque on peut le dire, en gros, aller jusqu'à, je pense, Mandibule, le public de Dupieux, c'est un public jeune, cinéphile, un peu hipsterisant sur les bords, même carrément hipsterisant dans les films des années 2010, et d'un coup, il y a eu en gros le spectateur moyen du cinéma qui est allé le voir, et ces fameux spectateurs et spectatrices réguliers d'un certain âge, qui sont tous devenus fans de Quenard. Quenard a une fanbase qui n'est pas forcément aujourd'hui chez le jeune public, enfin chez les plus jeunes. Mais Télérama un peu, quoi. Bah voilà, c'est devenu un peu un acteur Télérama. Et en fait, Dupieux, à mon avis, c'est en ça qu'il est assez proche d'un mec comme Bertrand Blier, est devenu un cinéaste téléramesque, au sens où, quand il n'y a plus rien, il y a les bonnes vieilles valeurs, et les bonnes vieilles valeurs, c'est le dialogue et l'acteur. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le dialogue et l'acteur ? C'était l'alpha et l'oméga du cinéma de papa. Et des films scénarisés par Audiard, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et le lien avec Blier se fait que Blier a été très clairement
le descendant affirmé, assumé des odiarderies dans les années 70, 80, 90. Après, il y a eu de la forme aussi, j'ai oublié. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi c'est de pas malentendu contradictoire, parce que mais... je suis pas sûr que quand les gens allaient voir par paquet de millions Trop belle pour toi, ils cherchaient la forme. Et puis de toute façon, tu sais, la forme chez Blier, c'était très problématique parce que dès les années 80, il y avait ceux qui n'étaient pas dupes et qui disaient que c'était un peu un saupoudrage et en fait lui-même a fini par l'avouer à la fin de sa carrière qu'en fait il comprenait rien à la mise en scène, mais ce qu'il voulait c'était singer David Lynch, ce qui est quand même rigolo, tu vois. Oui, c'est drôle comme forme. Après c'est aussi de la posture un peu je m'en foutiste, un peu comme à Dupieux. Et comme à Dupieux. Et je pense qu'en fait il faut pas aller chercher plus loin maintenant, il faut poser les choses assez simplement. Il y a une machine réflexive et théorique qui s'emballe à propos de Dupieux, ça me semble être de la poudre aux yeux. Si on reprend sur les critères définitoires de la mise en scène, de la direction d'acteur et de l'écriture, c'est du cinéma académique. C'est-à-dire que c'est du cinéma qui s'inscrit dans une tradition académique du cinéma français qui remonte au cinéma de papa et qui a eu ses courroies de transmission par certains cinéastes des années 70 et 80 dont la figure de proue était Blier qui est le modèle assumé de Dupieux, il le cite en interview, il le singe dans le quatrième acte. Le deuxième acte, est un film qui fait référence de manière explicite, notamment dans ses scènes de travelling et dans sa manière de s'adresser directement à la caméra. En tout cas, sa bande-annonce, c'était vraiment une citation directe de... Alors, c'était soit Trop belle pour toi, soit Merci la vie. Ces deux films-là fonctionnent sur le même dispositif. Donc voilà, il est clair que si on apprécie le cinéma de Dupieux, il faut aussi l'apprécier en connaissance de cause. Là, je vois, il s'inspire aussi un peu de Buñuel, qui est un cinéaste moderne. Certes, enfin, Buñuel, il n'y a qu'à comparer un film de Buñuel avec un film de Dupieux. Déjà, les citations de Buñuel, elles sont motiviques. C'est-à-dire qu'il va reprendre des scènes. Jonathan Lambert qui tire sur les surfeurs, en réalité, c'est une reprise d'une scène du Fantôme de la Liberté. Okay. L'affiche de l'accident de piano, Les Lèvres, est une reprise soit de l'affiche de la bourgeoisie ou de son dernier, l'Obscur objet du désir. Voilà. Bon, ce sont des reprises motiviques. Mais après, si on pose la question de la mise en scène pure de Buñuel, c'est pas du tout les mêmes procédures esthétiques. Buñuel, c'est un cinéaste qui va faire semblant de filmer comme à la télévision pour faire advenir à des images qui sont des images complètement limites et qui vont dissoudre la croyance du spectateur dans la réalité de ce qui se passe à l'écran. Chez Dupieux, c'est pas du tout ça. On n'aboutit jamais à ce travail dialectique-là. Les séquences, encore une fois, sont guidées par la parole. Oui. C'est le dialogue, c'est la continuité dialoguée qui constitue l'armature du film. C'est ça aussi qui en fait un cinéma très actoral, quoi, et auquel tous les acteurs français ont envie de passer. Enfin, ça reste quand même, je pense, le truc le plus impressionnant de Dupieux depuis Mandibule, précisément, c'est qu'on y voit passer une panoplie d'acteurs français, enfin tous y vont, quoi. Bah, très bien, mais ça, Claude Lelouch le faisait aussi, tu vois. Non, mais je veux dire, à un moment, ce que je veux dire, c'est que c'est la preuve presque que c'est un cinéma dialogué et qui ne va faire advenir que le comédien dans son plan, quoi. Où en fait les acteurs ont envie d'y aller parce que ça va être l'occasion pour eux de faire la performance un peu en dehors de leur cadre, ça va être la performance où ils vont vraiment pouvoir briller en tant que tel, en tant que juste corps. Et moi, c'est quand même là-dessus que je considère qu'il ne faut pas jeter non plus Dupieux avec l'eau du bain. Non, mais comme il ne faut pas jeter T'oublier ou jeter tous les films scénarisés par Michel Audiard, mais il faut aussi replacer. Par exemple, moi, je suis un peu surpris de la bienveillance dont on fait preuve un certain nombre de titres de revues critiques. Les cahiers à tort. Voilà, je suis pas sûr. Alors d'ailleurs, la première critique négative sur Dupieux est sortie avec l'accident de piano. Ok. Là, pour le coup, Marco Suzal a fait un texte négatif en expliquant que c'était le premier film intrinsèquement cynique et intrinsèquement désagréable, qui ne rachetait pas ses personnages, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, la seule manière qu'il y aurait eu de défendre Dupieux, ça serait sur un angle qui serait l'angle de la naïveté et de la bêtise comme forme de bonté. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, ces personnages sont débiles, mais ils sont tellement débiles qu'ils ont une forme d'idiotie qui les rend sublimes, et donc ils les aiment pour leur idiotie, leur singularité, quoi. Comme on défendrait un film des frères Farelli, en fait. Mais c'est faire, je crois que c'est quand même ne pas faire état de la pauvreté du geste de mise en scène, du geste formel des films de Dupieux. Mais c'est drôle comme question parce que c'est quelque chose dont on avait parlé avec Clément hors micro, qui était du coup la question de l'amour pour ces personnages, ou en tout cas de la bienveillance. Est-ce qu'on peut être totalement cynique finalement et un cinéaste valide? Voilà, mais pour moi, je pense que rejeter un cinéaste
par son cynisme, c'est pas du tout un critère. Ah bah si ça produit des choses, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Ah oui. Mais là le problème c'est que ça produit pas énormément de choses, quoi. Oui, mais je veux dire, on peut, ça me paraît étrange comme disposition de dire Dupieux était légitime parce que ça crée avant, ça pouvait créer de la bienveillance à l'égard de ces personnages. Pour moi, ça change rien. Enfin, je veux dire, la matière de ces films reste la même. Et qu'il soit cynique, bienveillant, malveillant envers ces personnages, c'est qu'une question secondaire. En fait, je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est une mauvaise façon, effectivement, de défendre les films d'avant de Dupieux, mais peut-être que ce qui pourrait expliquer, c'est que, en lisant dans les films de Dupieux, ce qui, d'ailleurs, me semble être une erreur si on regarde, par exemple, Yannick, mais une espèce d'éloge, on va dire, de la simplicité, il y aurait presque, par effet d'écho, une déclaration d'intention plus avantageuse pour les films de Dupieux eux-mêmes, tu vois, qui seraient eux-mêmes des petits objets un peu naïfs, jetés un peu comme des cailloux dans la mare. Comme des yaourts sur un chalet. Comme des yaourts, exactement, sur un chalet. Et que donc, cette espèce de mystique s'estompant, on se rend compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour faire tenir les meubles, quoi. En fait, c'est souvent d'ailleurs le cas des films qui se reposent intégralement sur leur scénario ou sur des dialogues, quoi. C'est qu'en fait, je sais plus exactement ce qu'était la phrase de Truffaut vis-à-vis des phrases et des images, mais c'est-à-dire que les phrases passent, les images restent, quoi. À la limite, là où ça pourrait être une limite, par exemple dans un film comme L'accident de piano, c'est pas tant en soi que dans la manière où un personnage comme celui d'Adèle Exarchopoulos, il ne retiendrait par cynisme que les hypothèses les plus on va dire clicheteuses et rapidement psychologisantes, de dire oui, finalement ces gens qui se filment, c'est des narcissiques et ils se détestent et voilà, ils méprisent tout le monde, tu vois, et donc ça deviendrait pas tant a priori que de facto une limite d'être cynique, parce que ça fait qu'il n'envisage son personnage que de façon limitée, quoi.